Je veux que pendant des siècles, on continue à discuter sur ce que j'ai été, sur ce que j'ai pensé et sur ce que j'ai voulu. « 2000 ans d'histoire ». Il était, dit-on, immoral, versatile, cynique, opportuniste, corrompu et traître à toutes les causes qu'il a servies. Jamais un homme ne fut plus insulté que Talleyrand. Il s'en moquait d'ailleurs, poursuivant imperturbablement, sous 8 régimes et au service de 6 souverains, une carrière extraordinaire qui fit de lui sans doute le plus grand diplomate de son temps. Toujours présent aux premières loges, pendant une des périodes les plus agitées de l'histoire, il y aura joué un rôle essentiel. Et c'est pourquoi, malgré la réputation exécrable qui depuis 2 siècles poursuit celui que l'on surnommait le diable boiteux, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ancien évêque d'Autun et prince de Bénévent, nous fascine encore autant aujourd'hui qu'il fascinait ses contemporains. Vous devez vous dire qu'à dater d'aujourd'hui, vous entrez en qualité de valet de pied chez le diable. Qu'est-ce qu'il a donc de diabolique? Sa façon d'être et de parler. Et sa manière aussi de vivre. Et puis enfin, tout ce qu'il a fait. Vous savez qu'il est noble. Évidemment. Ah. Et vous pensez bien qu'étant noble, il était monarchiste? Bien sûr. Oui. Eh bien, à la Révolution, il a fait cause commune avec les Jacobins. Président de l'Assemblée nationale, il a trahi la République. Ministre des Affaires étrangères pendant le Directoire, il l'est resté sous le consulat. Et maintenant que l'empereur est monté sur le trône, il est son conseiller intime. Jusqu'au jour où, sans doute, il trahira l'empereur. Alors, c'est un traître. Ça, c'est la grande question. Eh bien, cette question, c'est la première que je vais vous poser. Georges Bordenov, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Pygmalion une biographie de Talleyrand et comme beaucoup d'historiens, vous n'êtes pas d'accord avec cette réputation de traître qui colle à la peau de Talleyrand. La réputation de traître, cher Patrice Gélinet, c'est l'apparence qui la justifie. Mais si on pénètre la pensée de Talleyrand, si on essaie de comprendre les actes et les motifs qui ont déterminé ces actes, on s'aperçoit qu'il n'y a point de traîtrise, mais la poursuite depuis l'âge de 20 ans jusqu'à sa mort au-delà de 80 ans, d'une pensée politique très déterminée. Toutes les actions de Talleyrand ont pivoté autour de cette pensée. Alors je dis d'entrée de jeu, Ce qu'il appelait son principe. quelle était cette pensée? Elle se subdivise en 2 parties. Il était pacifiste. Il voulait son propre bonheur, car c'était un voluptueux, mais le bonheur de tout le monde, non seulement du peuple français, mais de tous les peuples, et singulièrement de l'Europe. Et, compte tenu de l'expérience politique qu'il avait, de la conjoncture politique, du tempérament des Français, il estimait que la République était un peu prématurée. Autrement dit, que les Français manquaient de maturité politique suffisante pour vivre en République. En foi de quoi, il était monarchiste constitutionnel, c'est-à-dire avec un chef d'État, héréditaire ou plus ou moins héréditaire, et puis 2 chambres. Alors vous dites aussi dans votre livre que d'une certaine manière il prenait un peu sa revanche sur un drame qui était arrivé quand il était jeune et qui a fait qu'il avait un pied beau, il a eu un accident, ne pouvant servir dans les armes, ce qui était un peu la condition des aristocrates parce que c'est une très vieille famille aristocratique. Alors là on l'a poussé un peu de force, malgré lui dans les ordres, il disait on veut que je sois prêtre, on le regrettera. Et effectivement il est devenu évêque d'Autun. Oui. Alors la tradition veut, c'est controversé, que sa nourrice les fait tomber d'une commode. Et puis pour ne pas être renvoyée, elle n'a rien dit aux parents. Et quand on s'en est aperçu, il était trop tard. Et il faut dire qu'à l'époque, même à temps, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Une autre thèse, celle de certains médecins,
Cabanès notamment, qui était spécialiste qu'il était né, de diagnostic Pierre Boulle. a posteriori, disait que c'était une maladie congénitale. Peu importe, parce qu'on n'a malheureusement pas le temps de nous étendre sur sa jeunesse, mais c'est vrai qu'il devient évêque d'Autun en 1788. À ce titre, il devient député du clergé aux États généraux, et là, il prend parti pour la Révolution, quoi que vous disiez, Georges Bordenove. Oui, alors il était d'une vieille famille militaire qui était au moins aussi ancienne que les Capétiens. Bon. Destiné à l'armée, avec son pied beau, on le prive de son droit d'aînesse, et qui plus est, on l'oblige à embrasser la cléricature. Et il a été un évêque forcé. Il a vu tous les avantages de l'épiscopat, c'est-à-dire les revenus, qui lui permettaient une vie très large. Mais il sentait, parce qu'enfin, il y a d'abord un sens politique éminent chez lui, extrêmement aigu, il sentait que la monarchie absolue était terminée, qu'elle était devenue obsolète. Et il voulait des transformations. Ah bah, il les fait, hein. Par exemple, c'est lui qui vote la nationalisation des biens du clergé. Il célèbre la fameuse messe du 14 juillet 1790, c'est-à-dire premier anniversaire de la Révolution. Et puis, il va servir donc la Révolution. Il va abandonner d'ailleurs ses fonctions d'évêque, hein, parce que il était trop jouisseur pour pouvoir rester évêque. Ah oui, mais il ne voulait pas. Il a été évêque constitutionnel par la force des choses. Bon. Alors, pourquoi cette position vis-à-vis de l'Église alors qu'il était évêque? Parce que l'Église avait quand même le 5e de la propriété territoriale. En France, c'était beaucoup trop. Il fallait une répartition, il fallait diviser ça. Oui. Et il avait très bien compris. D'où la constitution civile du clergé, la confiscation des biens du clergé contre des traitements. Que le clergé ne pardonnera pas, d'ailleurs. Alors, il a été un des moteurs de la Révolution pour faire évoluer la monarchie absolue en monarchie constitutionnelle. C'est là que se sont fixées ses idées. Et Louis XVI avait parfaitement compris ça, mais il n'a pas eu la volonté d'imposer ses propres idées. Et il s'est accroché à l'héritage d'absolutisme qu'il avait. Il ne voulait pas léguer à son fils un pouvoir amoindri. En tout cas, il quitte très tôt, donc, effectivement, ses fonctions d'évêque. Il sera chassé parce il est déjà très critiqué. Il partira en exil. On n'a pas le temps. C'est passionnant parce que vous en parlez dans votre livre. Mais il n'est pas parti en exil. Enfin, il a été envoyé. On n'a malheureusement pas le temps de nous attarder là-dessus, mais il part effectivement en Angleterre, aux États-Unis. Il reste 4 ans, loin de la France. Il revient et puis il devient ministre des Affaires étrangères du Directoire, sentant très bien que le Directoire est un peu vermoulu. Il n'a pas envie de tomber avec le Directoire. Oui, mais il voulait être ministre. Il voulait avoir le pied à l'étrier. Il n'y est pas arrivé tout seul. Et il est très singulier de savoir que c'est Madame de Staël qui a fait une merveilleuse comédie à Barras, disant à Barras, prenez-le, ce sera votre serviteur inconditionnel, tu parles, et il est au bord de la Seine, il va se suicider si vous ne dites pas oui. Et pendant ce temps-là, Talleyrand était installé dans un carrosse, à lire son journal tranquillement, en fait, d'avoir envie de se suicider. Alors, il est devenu ministre du Directoire, ministre des Affaires étrangères, pour avoir le pied à l'étrier, mais il a tout de suite vu que le Directoire ne pourrait pas tenir. Et il a surtout vu tout de suite qu'il y avait un homme qui pouvait effectivement faire l'affaire. Voilà. C'était Bonaparte, car il repère Bonaparte très tôt, et c'est lui qui va aider Bonaparte à renverser le Directoire le 18 Brumaire. C'est ça, mais permettez-moi de citer une phrase merveilleuse de ses mémoires. Il rencontre Bonaparte pour la première fois, retour de la première campagne d'Italie. Et il dit, je lui ai trouvé un visage charmant, 20 batailles, de la pâleur et de l'épuisement, n'est-ce pas, vont bien, etc. Bon, procure une sorte de charme. La phrase n'est pas exacte. Et il a repéré, parlant avec Bonaparte, qu'il avait l'étoffe d'un homme d'État à condition d'être formé. En fait de formation, Bonaparte avait le génie de la guerre et il avait une formation d'officier d'artillerie. Il va être un peu le mentor de Bonaparte. Il a été le mentor. Il l'a introduit dans le monde au cours d'une très grande réception dans l'hôtel Matignon actuel. Enfin, il l'a propulsé, il l'a présenté au tout Paris de l'époque, qui n'était pas tout à fait le même que celui de 10 ans avant, mais enfin, bon. Et puis Bonaparte va le garder évidemment auprès de lui. Bonaparte a suivi ses conseils,
Bonaparte correspondait avec lui. Je soupçonne, mais je n'en ai pas la preuve, que c'est Talleyrand, pendant la campagne d'Égypte, qui a dit à Bonaparte, le directoire est en train de tout perdre, c'est fichu, il va y avoir une guerre civile, rentrez. D'où le débarquement à Fréjus, la belle histoire de la frégate et tout ça. Bon, et le 18 Brumaire a été préparé soigneusement entre plusieurs individus, dont Bonaparte, Talleyrand, et il faut dire Joséphine de Beauharnais, parfaite maîtresse de maison. Non, il y a d'autres, il y a son frère, il y a également Murat. Alors Bonaparte va le garder auprès de lui sous le consulat, et puis va le garder aussi sous l'Empire, parce que, vous dites Georges Bordenov, que c'est effectivement Bonaparte qui a encouragé Napoléon, enfin Bonaparte justement, que c'est Talleyrand, pardon, qui a encouragé Bonaparte à prendre la couronne impériale. Oui. Alors, c'est son idée de monarchie constitutionnelle. Il s'est dit, ben voilà le roi tout trouvé. Et il est sorti de la République, il n'y a rien à dire. Bon, et puis Bonaparte, lui, disait, le titre de roi va déplaire aux Jacobins, c'est un titre périmé, puis comme il n'était pas à la modestie fait homme, il a préféré le titre d'empereur, successeur de Charlemagne, de surcroît. Et Talleyrand a trouvé ça fort bien. Alors il a agencé tout le système politique qui a conduit au consulat à vie, puis à l'Empire. Ben oui, c'est même lui, dites-vous, qui a agencé, qui a été le metteur en scène de la cérémonie du sacre. Et de la cérémonie du sacre. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. Et c'était la marche du Sacre de l'Empereur, composée par Jean-François Le Sieur et interprétée par les musiciens de la garde républicaine de Paris. Alors, l'Empire, évidemment, ça va être l'apogée de la carrière de Talleyrand, mais aussi des rapports extrêmement difficiles avec Napoléon. Vous le dites, Georges Bordenov, il y a notamment une scène extraordinaire en 1809, une scène très connue qui marque la rupture entre les deux hommes. On en écoute un extrait fidèlement reproduit par Sacha Guitry dans Le Diable boiteux, avec Guitry dans le rôle de Talleyrand et Émile Drin dans celui de Napoléon, disant ses 4 vérités à Talleyrand. Voulez-vous que je vous dise ce que vous êtes? Vous allez vous tromper encore. Je ne crois pas! Vous êtes un voleur, un homme sans foi. Vous ne croyez pas en Dieu, il n'y a rien pour vous de sacré. Vous vendriez votre père. C'est très exagéré. Exagéré? Oui, sire. Et tout ce qui est exagéré est insignifiant. Insignifiant? Je vous briserai, vous m'entendez? Comme je brise sa mère. Traître! Mais non. Je ne vous trahis pas, sire. Je vous abandonne à ce destin funeste dont vous étiez pourtant le maître encore il y a 6 mois. Lâche! Vos injures ne peuvent rien changer à la vérité des faits. Il n'y a jamais eu de conspirateur dangereux contre vous que vous-même. Talleyrand, vous êtes de la merde dans un bas de soie! Georges Bordenov, cette phrase est connue, vous êtes de la merde dans un bas de soie. Oui. La phrase est authentique. Qu'est-ce qui valait cette colère de Napoléon contre Talleyrand? D'abord, cette phrase est une espèce de symbole. Elle résume tout. Mais les injures ont été beaucoup plus nombreuses et encore plus scabreuses. Enfin, celle-là suffit. Mais c'est vrai que Talleyrand trahissait d'une certaine manière. Il touchait de l'argent alors qu'il négociait avec eux de l'empereur d'Autriche, du tsar de Russie. Il indiquait les plans de bataille à l'empereur d'Autriche. Il disait au tsar de Russie de résister à Napoléon alors qu'il était, lui, Talleyrand, le ministre représentant Napoléon.
Oui, enfin, si vous voulez, d'abord, il n'a pas donné les plans de bataille. La seule fois qu'il ait donné un plan de bataille, ça a été à Napoléon en 1814. Il lui a indiqué, après la campagne internationale, il lui a indiqué le seul passage qui restait libre sur le Rhin pour qu'il puisse rentrer en France avant son armée. Bon. Mais alors, toucher de l'argent, hein, ça c'était, paraît-il, très connu. L'usage de l'époque. Ce qu'on appelle l'épingle. Hein. On négocie avec quelqu'un pour lui demander de l'argent. Elles étaient plus ou moins argentées ou dorées. Et il faut dire que Talleyrand avait l'art de rendre les épingles en or fin. Alors, bon. Mais c'était l'usage de tous les diplomates dans toutes les cours européennes. En tout cas, ça va être la disgrâce de Talleyrand en 1809. 1809. Oui, mais alors, je veux ajouter un point. Dans le film de Guitry, il est question d'un complot. Mais ça n'était pas. Fouché, alors, pourquoi cette colère de Napoléon? Il revenait d'Espagne. Il est revenu précipitamment parce que des intrigants lui avaient dit on complote contre vous. Talleyrand et Fouché se sont réconciliés alors qu'ils étaient ennemis, frères ennemis, ils se sont réconciliés. Alors, le complot n'en était pas un, néanmoins. Talleyrand et Fouché pensaient que Napoléon risquait d'être assassiné en Espagne, c'était une éventualité à envisager, et ils avaient combiné, pour qu'il n'y ait pas d'anarchie, que le successeur, ça soit pas un des frères de Napoléon, mais Murat. Parce que Murat était un brillant sujet, mais un petit peu un imbécile, et on l'aurait manipulé qu'on aurait voulu. En tout cas, après la rupture, ce sera effectivement, Talleyrand va jouer un peu la carte de la famille des Bourbons. C'est lui qui, en 1814, après la campagne de Russie, va rappeler Louis XVIII, enfin va appeler Louis XVIII et les Bourbons sur le trône. Oui, tout à fait vrai. Napoléon s'est obstiné, même après la campagne de Russie, même après l'entrevue de Dresde avec Metternich, pendant la campagne d'Allemagne, et Talleyrand l'a lâché. Mais il pouvait se retirer dans ses propriétés, il en avait assez, notamment son beau château de Valençay. Or, il pensait quand même à la France, puisqu'il voulait éviter l'anarchie, il voulait éviter la guerre civile. Il avait l'expérience de la Révolution et de la Terreur. Il a cherché une solution, pour lui toujours la même, la monarchie constitutionnelle Louis XVIII. Mais il l'a fait venir sous condition. En tout cas, il fait venir Louis XVIII sur le trône en 1814. Louis XVIII l'envoie au Congrès de Vienne, et là, Talleyrand va jouer un rôle extraordinaire, parce qu'il est quand même le représentant d'une puissance vaincue, puisqu'il est ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII cette fois-ci, et il va jouer un rôle primordial en disloquant la coalition qu'il y avait contre la France. Il l'a disloqué. D'abord, il a tout doucement présidé le Congrès de Vienne alors qu'il représentait la nation vaincue, et deuxièmement, il a dissocié les puissances ennemies en isolant la Russie et la Prusse et en signant un traité secret avec l'Autriche et l'Angleterre. C'était le 3 janvier 1815, un tour de force. Un traité qu'il communique donc à Louis XVIII. Je viens de recevoir de M. Talleyrand la lettre suivante. Sire, la coalition est dissoute et elle l'est pour toujours. La France n'est plus isolée en Europe. Et hier, 3 janvier 1815, l'Autriche, la Grande-Bretagne et la France ont signé par mes soins un traité d'alliance défensive contre la Russie et contre la Prusse. Il n'y a pas à se le dissimuler, monsieur mon frère. Monsieur de Talleyrand vient de sauver l'honneur de la France. Et je crois que maintenant, nous allons pouvoir nous passer de lui. Et c'est ce qui va se passer, Georges Bordenave. Effectivement, Louis XVIII va se passer de Talleyrand. Il est tellement impopulaire qu'il vaut mieux, effectivement, qu'il s'en aille. 15 ans à nouveau de traversée du désert. Et puis, à nouveau, c'est Talleyrand que l'on retrouve en 1830, amenant Louis-Philippe sur le trône. Il chasse Charles X, le successeur de Louis XVIII. Il amène Louis-Philippe sur le trône. Louis-Philippe qu'il envoie à Londres. Et là encore, une négociation extraordinaire. La dernière, d'ailleurs, de la vie de Talleyrand. La dernière de la vie de Talleyrand. Les Belges avaient été rattachés après Waterloo au royaume de Hollande. Ils s'étaient rebellés contre le roi de Hollande qui était un peu trop tyrannique. Ils avaient appelé les Français à la rescousse. Les républicains qui avaient fait la révolution de 1830, les Trois Glorieuses, voulaient une intervention française en faveur des Belges. Cette intervention risquait de provoquer une conflagration générale et qui aurait été terrible pour la France.
Et Talleyrand a réussi, d'une part, à assurer l'indépendance de la Belgique, la neutralité de la Belgique, et à annuler du même coup les traités ayant succédé à Waterloo, puisqu'on démolissait les forts qui étaient tournés contre la France le long de la frontière belge et du Luxembourg. C'est le dernier service qu'il ait rendu à notre pays. Il avait plus de 80 ans. Effectivement, il va se retirer à Valençay, puis c'est là qu'il va mourir en 1838 à l'âge de 84 ans, laissant derrière lui une réputation détestable, la revue de texte Stéphanie Duncan. Oui, Talleyrand, vous l'avez compris, avait l'art de collectionner les ennemis et depuis toujours. Déjà le 14 juillet 1790, pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, Talleyrand, c'est lui qui est chargé de célébrer la messe sur le champ de Mars. Alors, écoutez, le baron de Trény, ce royaliste n'a aucune sympathie pour ce prêtre vendu à la Révolution. On ne trouva, dit-il, que ce petit évêque, athée, joueur, crapuleux et boiteux, pour chanter cette fameuse grand-messe en plein air, que le ciel sembla prendre plaisir à noyer de 5 minutes en 5 minutes par 20 torrents de pluie. Toutes les lorgnettes étaient braquées sur lui, et c'était une consolation universelle, car il jouissait déjà de cette fortune, qui ne l'a jamais quitté, d'être aussi méprisé de ses amis que de ses ennemis. Et lorsque 6 mois plus tard, Talleyrand prête serment à la Constitution, le clergé s'indigne. Votre apostasie n'a surpris personne. Arrivé à ce point d'opprobre où rien ne peut plus avilir ni dégrader dans l'opinion, vous ne devez aspirer qu'à consommer votre iniquité. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout ça qui arrête Talleyrand, donc cheminant à travers révolution, directoire, consulat, empire et restauration, il va se forger sa réputation d'homme ambitieux et sans scrupules. Et voilà par exemple comment le présente Chateaubriand, qu'il a croisé souvent. Paresseux et sans études, nature frivole et cœur dissipé, le prince de Bénévent se glorifiait de ce qui devait humilier son orgueil, de rester debout après la chute des empires. Et il y a la fameuse scène en 1815 où Chateaubriand attend dans un petit corridor d'être reçu par le roi Louis XVIII. Tout à coup, dit-il, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand marchant, soutenu par monsieur Fouché. La vision passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Alors toutes ces amabilités font qu'au XIXe siècle, il sera de bon ton de considérer Talleyrand comme le diable lui-même. Dans Les Misérables, par exemple, Victor Hugo met en scène un bourgeois royaliste, monsieur Gilles Normand, qui a un tédéum pour la restauration des Bourbons, voit passer monsieur de Talleyrand et dit « Voilà son excellence, le mal ». Alors l'idée est tellement admise que Flaubert l'a fait entrer dans son dictionnaire des idées reçues, c'est dire. Et Balzac, dans le Père Goriot, tente de prendre la défense justement de Talleyrand. Ce prince, dit-il, auquel chacun lance sa pierre, a empêché le partage de la France au Congrès de Vienne. On lui doit des couronnes, on lui jette de la boue. Il n'y a pas eu grand monde du vivant de Talleyrand et après sa mort pour le défendre, à part quelques historiens comme vous, Georges Bordenove. Oui. Même je crois que c'est moi qui l'ai le plus défendu. Mais, avec Balzac Ah oui, après Balzac. D'ailleurs. Qui n'était pas historien. Qui n'était pas historien. Mais alors, qui avait connu Talleyrand? Balzac était reçu à Valençay. Ah oui? Et si Talleyrand n'était pas mort, Balzac l'aurait connu davantage. Et Balzac, qui était jeune, mais qui était peu connu, a quand même été reçu par le prince, diplomate, et il a été très intéressé par ce garçon, cependant que Balzac prenait des notes en douce et a trouvé que Talleyrand avait lancé quelques fusées extraordinaires, qu'il avait voulu parler. Talleyrand s'était rendu compte, c'est vous dire son intuition du génie de Balzac, et il s'est dit, ça, il fera mon portrait quelque part. Et il a joué sa petite scène. Il a lancé deux ou trois phrases qui pouvaient être retenues. Un des plus grands diplomates de son temps, vous êtes d'accord, Georges Bordenove? Oh, le plus grand de son temps. Malgré les vices, malgré le côté quand même jouisseur du personnage, on n'a pas eu le temps de développer ça, mais c'est vrai que c'était... Il était surtout cynique. Il se fichait complètement de l'opinion. Et même, il était indifférent d'être attaqué, on parlait de lui.
Ben, comme on vient de le faire en tout cas aujourd'hui avec vous, Georges Oui, Bordenave. il a voulu être controversé, nous l'avons controversé. En tout cas, merci de nous avoir rappelé trop brièvement la carrière extraordinaire de Talleyrand est très longue. Vous le faites de manière beaucoup plus complète donc dans votre biographie qui vient d'être publiée aux éditions Pygmalion dans la collection Les Grandes Heures de l'Histoire de France, donc une biographie de Talleyrand de Georges Bordenave qui était mon invité. À lire également Talleyrand, une grande biographie de Jean Orieux, parue chez Flammarion, la biographie de Talleyrand également par André Castelot, publiée chez Perrin, et enfin Talleyrand, L'apogée du Sphinx, un livre d'André Beau, préfacé par Jean Tullard aux éditions Royer. Vous avez pu entendre des extraits du film de Sacha Guitry, Le Diable boiteux, disponible en cassette chez Canal+ Vidéo. Vous pouvez écouter, vous le savez, notre émission sur Internet, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, en composant www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, et consulter aussi les archives, les références bibliographiques et nous laisser vos remarques et suggestions. Et puis si vous n'avez pas Internet, vous pouvez également retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 10 33 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Henri Berec et Bruno Mourlan. Documentation Elsa Boublil, Christila Huillarcan et Sébastien Margueron. Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.